Bonjour à tous, il est bientôt midi à l'heure du grand renouveau de la nation chinoise et c'est sous ce soleil que je voudrais faire avec vous l'explication de la grande étude et de l'influence de Zhu Xi sur la doctrine du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Faire l'explication de ces deux sources, de la grande étude et de Zhu Xi, qui sont des racines inspirantes du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, définie comme une voie spirituelle par Xi Jinping lui-même. Donc ça c'est important, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, ce n'est pas simplement une doctrine politique, économique, etc. C'est aussi fondamentalement une voie spirituelle. C'est ainsi que Xi Jinping lui-même la présente, et il faut essayer de prendre un instant cette prétention au sérieux et de l'examiner pour voir si elle est cohérente avec les sources et la tradition dont elle se revendique. Alors, parmi les auteurs innombrables qui sont cités par Xi Jinping, eh bien, la grande étude tient une place particulière. Zhu Xi lui aussi est cité, et je voudrais essayer de revenir un moment sur les rapports qu'il y a entre la grande étude et Zhu Xi. Alors, repartons de la grande étude, qui est un texte attribué à Zhengzi, un disciple de Confucius, qui meurt en 406 avant Jésus-Christ, donc nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a 2500 ans. Zhengzi avait annexé lui-même un commentaire à cette grande étude. L'organisation du texte a été repensée par Zhu Xi, qui réarrange le texte et l'intègre officiellement dans le programme de formation mandarinale au XIIe siècle après Jésus-Christ. Donc Zhu Xi, c'est un grand penseur, on va y revenir, hein, le saint Thomas d'Aquin, c'est souvent comme ça qu'on le présente, de la tradition chinoise. Xi Jinping cite ces deux sources, je veux dire la grande étude et Zhu Xi. Il les cite très régulièrement dans ses discours officiels ou à destination du grand public, ou dans les interventions à destination des cadres, pour les sessions de formation des cadres du parti. C'est un texte qui, après avoir été promu sous la dynastie Song, donc comme je le disais à l'instant, au rang de texte canonique officiel, puis tombé dans un oubli relatif après l'abolition des examens mandarinaux en 1905, a été réhabilité. Et sa réhabilitation officielle et son instrumentalisation à des fins d'édification morale fait partie, je crois, de la constellation des arguments qui justifient le syntagme du grand renouveau, Wei Da Fuxing, le grand renouveau. Fait partie des arguments qui justifient, qui confirment l'hypothèse d'une renaissance, c'est-à-dire la volonté de redonner vie à un certain nombre de principes philosophiques et politiques qui avaient fait la grandeur des temps passés. Et en l'occurrence ici, pour la doctrine de Xi, il s'agit de la grandeur des dynasties Han et Song. Je proposerai de retraduire ce texte essentiel et emblématique, car malheureusement, ce n'est pas sur la version de Zhu Xi que, pour la collection de la Pléiade, Rémi Mathieu avait choisi de s'appuyer, dans la bonne traduction qu'il en donne et qui paraît en 2009, donc dans la collection de la Pléiade. Et malheureusement encore, la vénérable version de Séraphin Couvreur, qui elle date de 1895,
et qui suit fidèlement l'édition de Jussy, était ponctué d'incises justifiant les choix de traduction au fil du texte, plutôt qu'en note de bas de page. Étalées sur plusieurs dizaines de lignes, elles en compliquaient passablement la lecture. Donc j'ai choisi d'en proposer une traduction qui reste proche de celle de Couvreur, par souci de cohérence avec le projet socialiste du Grand Renouveau. Je souhaitais revenir à la traduction du verbe chin et à travers lui au sens de renouveler que lui donnait justement Jussy, plutôt que d'opter pour la traduction de ce verbe par le français chérir, qui est privilégié par Rémy Mathieu. Car mon intention philologique, ici, ce n'est pas de rétablir la vérité du texte de la grande étude dans sa signification originelle, mais simplement d'éclairer la doctrine si à partir des traditions sur lesquelles elle a choisi de se soucher. Alors, rappelons tout de même, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas sinologues et coutumiers d'une lecture quotidienne de la grande étude, ce qui est très compréhensible, rappelons comment Rémy Mathieu rend compte de l'essentiel de cette petite querelle philologique. Je cite Rémy Mathieu. Chérir le peuple, c'est l'aimer comme s'il était une partie inaliénable de notre propre parenté, puisque Chin en chinois, Chin, est à la fois aimé et traité comme un proche parent. La lecture renouvelée, entre guillemets, renouvelée, qui suit les frères Cheng et Jussy, ne semble pas réellement fondée, à l'origine du moins. Fin de citation. Voilà ce que dit Rémy Mathieu. Alors, j'insiste, en ce qui me concerne, je ne cherche pas le sens philologique originel du texte, mais je veux simplement rappeler qu'il a pris une importance et un sens particulier au tournant de la renaissance des Song, qui résonne aujourd'hui avec le fond culturel de la doctrine Xi. Et puisqu'il s'agit d'un texte très court, si on met de côté le commentaire de Zhengzi, il ne contient que 207 caractères, c'est un texte vraiment très court. J'en proposerai une version de circonstance susceptible de faire vibrer, si vous voulez, cette résonance entre le grand renouveau socialiste de la nation chinoise et la renaissance des Song. Alors, je ne vous le lis pas en chinois, je vous en donne directement ma traduction en français. Da Xue, la voie de la grande étude. Da Xue Zhidao, la voie de la grande étude consiste à faire briller la vertu brillante, renouveler le peuple, atteindre le sommet de la perfection. Connaissant le but, on peut s'y fixer. En s'y fixant, on se tranquillise. La tranquillité apporte la paix. La paix permet de comprendre. Une fois qu'on a compris, on saisit. Les choses ont leurs tenants et leurs aboutissants. Les affaires ont un début et une fin. Et celui qui connaît le principal et l'accessoire s'approche de la voie. Dans les temps anciens, par désir de faire briller la vertu brillante sous le ciel, on gouvernait d'abord son pays. Pour gouverner son pays, on mettait d'abord de l'ordre dans les affaires de famille. Pour mettre de l'ordre dans les affaires de famille, on s'améliorait d'abord soi-même. Pour s'améliorer soi-même, on réglait son cœur. Pour régler son cœur, on ajustait son intention. Pour ajuster son intention, il faut d'abord avoir la connaissance. On arrive à la connaissance en examinant les choses. Une fois les choses bien examinées, on a la connaissance. La connaissance acquise, l'intention s'ajuste. L'intention ajustée, le cœur se règle. Le cœur réglé, on s'améliore. S'améliorant, les affaires de famille rentrent dans l'ordre.
les affaires de famille arrangées, le pays se gouverne. Le pays bien gouverné, sous le ciel, tout est en paix. Du Fils du ciel jusqu'au commun des mortels, chacun prend la culture spirituelle pour fondement. Celui qui la pratique sans ordre ne prend soin de rien. Si ce qui est profond est traité avec légèreté, et si ce qui est délicat est traité de manière grossière, on n'aboutit à rien. Le corpus confucéen, auquel appartient la grande étude, ne propose-t-il qu'une collection de platitudes morales, comme Hegel le pensait et l'écrivait dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie. Je vous renvoie à la version Gallimard, page 245. Bon, chacun en jugera, ou jugera de ce jugement de Hegel. Mais Jussy est tout de même comparable, et souvent comparé à saint Thomas d'Aquin par son siècle, certes, mais aussi par l'influence considérable qu'il a eue sur la postérité. Tous les deux ont eu, l'un en Chine et l'autre en Europe, une influence considérable sur la postérité. Point commun, leur intention spirituelle également. Et dernier point commun remarquable, le volume encyclopédique de leur œuvre. Jussy propose, comme saint Thomas d'Aquin contre Averroès dans sa querelle théologique au moyen d'une relecture d'Aristote, d'intégrer lui aussi tous les concepts disponibles de son temps et propose un dépassement de toutes les prétentions à la sagesse en les soumettant à l'exigence d'un examen rationnel. Voilà, alors le courant de pensée auquel son nom est associé est appelé École de la voix, Dao Xue. Vous remarquerez que c'est phonétiquement d'ailleurs assez proche de Da Xue, Dao Xue, Da Xue. Da Xue signifiant, je le rappelle encore, la grande étude. Il propose une voie rationnelle, Jussy, et se démarque en cela de toutes les voies mystiques qui ne sont pas rares en Chine, vous le savez sans doute, notamment dans le fil des traditions taoïstes. Mais il faut noter qu'en s'appuyant sur le Da Xue, Jussy remet en valeur une sagesse à vocation politique, une sagesse engagée dans la transformation du monde. Elle se démarque donc également des sagesses bouddhistes qui prônent le détachement. Si saint Thomas d'Aquin, polémiquait contre Averroès, de son côté, Jussy polémique contre Lu Jiuyuan, un grand maître du bouddhisme Chan, en contexte Song, c'est-à-dire à l'heure du grand renouveau néo-confucéen. Il y avait tout de même un grand maître du bouddhisme, Lu Jiuyuan, et contre le bouddhisme de ce maître qui ne regarde le monde que comme poussière, Jussy propose une méthode pour l'édification de l'homme et de la société, au moyen de la raison, fondée sur l'ascèse personnelle qui mène chacun vers une vie éclairée, Ming, sincère et juste, Chang, au moyen d'une culture de la vertu, De, qui doit influencer par capillarité sa famille et son pays en vue de pacifier le monde. Voilà, donc une sagesse engagée contre les sagesses du détachement. Ce texte invite à la culture spirituelle, Xiu Shen. Et ce texte d'invitation à la culture spirituelle est fondé sur une éthique de la vertu, je le disais à l'instant, une éthique de la vertu, pour parler comme les philosophes modernes, orientée vers une pratique concrète
et immédiate. Je reprends ici l'expression de Darroberts, dans Jussy et la synthèse confucéenne, un petit texte très abordable sur l'œuvre immense de Jussy, mais qui est très peu connu en Occident et très peu commenté. Donc vous avez dans une collection de poche un commentaire de Darroberts qui a fait une thèse sur ce sujet et dont vous avez un petit extrait en collection de poche. Alors, voilà, une pratique concrète et immédiate. Voilà à quoi nous invite Jussy. Ce texte est fondé sur une rationalité. Et on note que cette rationalité est susceptible d'aider ou qu'elle vise à la formulation du plus large consensus théologique et ou cosmologique. Ce texte, que vous venez d'entendre, vous l'avez entendu, il est peut-être susceptible de faire religion au sens étymologique le plus large du terme. Vous savez que religare en latin signifie relier. Puisque son intention est effectivement de relier les hommes entre eux et de relier chacun au principe d'existence et d'intelligibilité du tout, ce que Jussy, dans ses commentaires, appellera le lit, c'est-à-dire la raison des choses. Bref, il invite à relier horizontalement, si vous voulez, les hommes entre eux, et verticalement, sur un plan moral et politique donc d'un côté, et sur un plan spirituel de l'autre. Il est particulièrement notable que ce texte n'exige, ni d'ailleurs n'exclut, aucune croyance particulière. Il culmine dans l'évocation d'une réalité sacralisée, le ciel, ou ce qui est sous le ciel, tientia. Il culmine dans l'évocation d'une réalité sacralisée, sans doute, mais aisément consensuelle, puisque le constat qu'il y a un monde, tientia, il le fait, ce constat est fait sans évoquer ni Dieu ni divinité. Il fait le constat qu'il y a un monde sans postulation d'un Dieu ni de divinité. Il insiste, redisons-le encore une fois, sur une pratique. Se gouverner soi-même et gouverner le monde. Se gouverner soi-même pour gouverner le monde. Se gouverner soi-même avant de gouverner le monde. Quoique cette pratique soit assortie de commentaires spéculatifs, d'ailleurs abondants. Comme je le disais tout à l'heure, l'œuvre de Jussy est encyclopédique. Ils sont rassemblés, ces commentaires, dans une abondante spéculation encyclopédique. Et sur cette intention et sur cette méthode, plutôt qu'à saint Thomas, je me demande si ce n'est pas plutôt à Spinoza qu'on devrait comparer Jussy. Toute l'exégèse spinoziste du traité théologico-politique visait en effet à dépouiller les doctrines religieuses des croyances particulières, contradictoires, et qui, pour cette raison d'ailleurs, n'étaient pas partageables et devaient être source de conflits. Et à extraire aussi de la gangue des superstitions ce qu'il considérait comme l'essentiel et le sens universel du message des prophètes, l'amour du prochain. Vous vous en souvenez, c'est le sens le sens philosophique du travail de Spinoza dans le traité théologico-politique. Or, de la même manière, le surabondant travail critique de Jussy vise une épure rationnelle de la spiritualité.
pour la ramener à son intention pratique essentielle. Il s'agit de nous accorder collectivement, de dégager un consensus universel autour d'un projet de paix que nous commençons par réaliser en nous-mêmes, avant de le réaliser avec nos proches, et de proche en proche, par cercle concentrique, avec tout ce qui est sous le ciel. Voilà. Le long commentaire spéculatif qu'en a fait Jussy vise à justifier l'enseignement confucéen sur un plan rationnel, en insistant, comme Darroberts le rappelle, sur la dialectique des contraires. Jussy développe la sagesse confucéenne des 4 livres sur un plan spéculatif, dans une doctrine d'ailleurs inspirée du dialecticien Chen Yi, auquel Xi Jinping fait référence lui aussi, comme tel. Page 256, dans le 2e tome de la gouvernance de la Chine, vous trouverez sous la plume même de Xi Jinping une référence à Chen Yi comme dialecticien, et donc comme l'une des racines lointaines de la pensée dialectique chinoise, qui remonte donc bien au-delà de Marx et de Hegel. Il s'est efforcé, Jussy, de concilier, je dirais dialectiquement, de concilier les doctrines jusque-là réputées incompatibles du principe et des énergies, des frères Chang et de Zhang Zai. Je vous renvoie sur ce point si vous voulez approfondir cette question, donc au commentaire de Darroberts que j'évoquais à l'instant, Jussy et la synthèse confucéenne. Mais pour en revenir à des considérations plus actuelles, c'est-à-dire au sens de ces références à Jussy et à la grande étude dans la doctrine socialiste chinoise de la nouvelle ère, dans la doctrine Xi, il me semble essentiel de remarquer que le Daxue et les commentaires de Jussy proposent un principe de gouvernance politique sans référence à l'économie. C'est pas facile à voir parce que ce n'est pas dit justement, mais cette absence, moi je la remarque. Pas de référence à l'économie. Le concept essentiel à la définition du politique, car c'est bien d'une définition du politique qu'il s'agit ici, c'est de cette question-là qu'il en va. Le concept essentiel à la définition du politique, ici, ce n'est plus celui de la richesse ou la justice des échanges marchands, mais celui de la vertu. La politique socialiste chinoise a donc essentiellement à voir avec la morale et non avec l'économie. Elle a aussi à voir avec l'économie, on parlera d'économie, mais essentiellement, et plus essentiellement, elle a à voir avec la morale. Elle ne propose pas simplement des règles de morale pour encadrer la vie économique, mais elle pense d'abord la vie humaine comme un lieu d'échange, mais des échanges de nature non spécifique, pas des échanges d'abord d'ordre économique. La vie humaine est un lieu d'échange de nature non spécifique, avec soi-même d'abord, puis avec ses proches. Et la politique est finalement l'art de réguler ces échanges. Et la vertu est le principal instrument de régulation dans ces échanges, au cours de ces échanges. Cette vertu s'entend comme une puissance de la raison susceptible de s'accroître en s'exerçant et en se partageant, en se diffusant, et elle est opportune pour proposer une feuille de route post-capitaliste. Après les décennies tourmentées de la fièvre du Qigong auquel elle a survécu, après les déceptions du coup d'arrêt de 1999 dont nous reparlerons, d'avril 1999 dont nous reparlerons dans une vidéo à part, eh bien,
on a fait remarquer, je pense notamment à Krang Xiaoguang, dont je reparlerai dans une vidéo à part, que le diagnostic d'un besoin social de spiritualité en Chine, ce diagnostic restait d'actualité. Bon, peut-on parler de sécularisme pour qualifier la politique chinoise du socialisme de la nouvelle ère? Il ne me le semble pas, à moins qu'on ne veuille parler par commodité d'une sécularisation à la chinoise, mais au-delà de cette formule qui me semble un petit peu facile, il me semble plutôt qu'en référence aux analyses de Nietzsche sur la mort de Dieu, la politique de Xi Jinping se caractérise par un transfert conscient et volontaire dans la puissance publique de ce sacré religieux, plutôt un transfert du religieux qu'une évacuation du religieux. L'État chinois est sans doute, je l'ai déjà dit dans une explication consacrée à cette question spécifiquement, je ne sais pas si c'est déjà en vidéo, mais c'est en tout cas dans ma thèse, dans des chapitres précédents. L'État chinois est à la fois un État athée, si vous voulez, sur fond de marxisme, et qui tient à équidistance, ou qui se tient à équidistance de toutes les communautés religieuses, si vous voulez. Ça, c'est effectivement un argument en faveur de la thèse d'une sécularisation de la politique en Chine. Mais l'État chinois est également, et ça on ne le dit pas assez, un État théologien. Et pour le comprendre, je proposais d'en revenir à une lecture de Spinoza ou de Hobbes, puisque en Chine, l'État est censeur, hein, il est censeur des comportements et des textes religieux autorisés. L'État en Chine absorbe le religieux, plutôt qu'il ne le contient à distance ou dans ses limites, un petit peu. Mais rien n'indique, vous voyez, qu'il y ait une contradiction de principe entre religion et politique en Chine. Comme nous le croyons quand nous opposons, je dirais de manière trop simpliste, le pouvoir spirituel d'un côté, le pouvoir temporel de l'autre. La gestion des corps d'un côté, celle des âmes de l'autre. Puisque le propre de la religion est exactement le même que celui de la politique. Le propre de la religion et de la politique, c'est de relier. Comme l'a montré par exemple Émile Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, ce qui tend à contredire, sinon à nuancer aussi, pour revenir à une question plus sociologique, l'hypothèse d'un collègue de l'IEP d'Aix-en-Provence sur l'individuo-globalisme. Donc si l'heure est aux religions individuelles, si la modernité est l'époque du grand marché spirituel dans lequel chacun bricole individuellement le mode de vie spirituel et religieux qui lui convient, en Chine, la situation est tout de même un petit peu différente, et la Chine c'est quand même une partie importante de l'humanité. Donc ici il faut nuancer, sinon contredire, cette hypothèse d'un individuo-globalisme. L'analyse des racines confucéennes, je le dirais comme ça, de la doctrine Xi, montre que l'avenir en Chine est moins dans l'expansion des religions individuelles que dans la réconciliation du politique et du religieux. Une organisation, une articulation originale à la chinoise du politique et du religieux. Xi Jinping propose la pratique du socialisme comme voie spirituelle.
et non pas simplement, il ne permet pas simplement la pratique religieuse ou toute pratique spirituelle dans le cadre d'une politique socialiste. Mais c'est le socialisme lui-même comme doctrine qui est un Dao, une voie spirituelle. Sans exclusive religieuse d'ailleurs, c'est un socialisme nouveau ou rénové, nourri par la culture spirituelle du confucianisme politisé des Song. Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer et qui maintenant pourra être discuté, nuancé, contredit si vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion sur la doctrine Xi, sur le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Belle journée à tous, à très bientôt.